Alors avant de commencer le podcast, je tiens à te faire part d'une nouveauté qui vient d'être mise en place sur Café Trailer et sur YouTube. J'ai ouvert un Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un financement participatif, ça commence à être un petit peu connu et réputé en France. Et ça vous permet de pouvoir soutenir mon travail car je souhaite continuer le plus longtemps possible de cette activité-là de création de contenu autour du trail pour favoriser le trail, l'environnement, les régions, faire en sorte que les gens se bougent et se bougent bien en donnant les meilleurs conseils possibles, en améliorant toujours la qualité des contenus que je peux proposer. Et pour cela, eh bien, ça passe par un financement. Alors le financement, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, il y a un des moyens d'obtention, c'est le financement participatif. Alors vous verrez un lien dans chaque description de toutes mes vidéos et podcasts qui vous enverra vers le Patreon et qui vous donnera l'ensemble des contreparties que vous pouvez avoir en fonction du montant que vous souhaitez ou pouvez mettre. Merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous laisse avec mon échange avec mon invité. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Aujourd'hui, j'échange avec Mathieu Delpech. Alors Mathieu, c'est quelqu'un qui est un athlète élite dans le milieu du trail. Alors c'est quelqu'un qui est toujours en train de faire ses études et qui performe à très haut niveau. Pour autant, il a été sélectionné en équipe de France. Il a aussi fait deuxième espoir au Marathon du Mont Blanc. Rien que ça, voilà, c'est quand même quelqu'un qui envoie du très très lourd. Il a aussi accompagné Xavier Thévenard lors de sa tentative de record du GR20. Il l'a accompagné pendant 10 heures. Donc voilà, suivre Xavier Thévenard pendant 10 heures, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Bravo à toi Mathieu. Et du coup, pendant cet échange, on parle de comment est-ce qu'il allie le sport de haut niveau et la réalisation de son école d'ingénieur, donc à l'INSA de Lyon, où il est actuellement aussi en Erasmus à Bilbao. Voilà, il a une vie quand même assez chargée et il est très sensible aux questions environnementales. On pose pas mal de questions sur ces sujets-là, donc comment allier le sport de haut niveau et être écolo, du moins le plus possible, en ne prenant pas l'avion pour aller faire ses courses notamment. Enfin voilà, on parle un petit peu de toute sa vie autour du trail et de sa formation et comment est-ce que lui, il voit aussi l'avenir du trail en tant que pratiquant élite et comment est-ce que eh bien, sa génération voit la professionnalisation de cette pratique du trail de haut niveau. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. C'était un très bon échange avec Mathieu. J'espère que vous allez passer un très bon moment, du moins autant que moi. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Mathieu? Bonsoir à tous, merci à toi de m'avoir invité, ça va très bien. Toujours prêt pour partager sur ma passion. Génial. Bah écoute Mathieu, tu le sais parce que tu as révisé un petit peu, tu m'as dit en off cet après-midi. La première question que je pose toujours sur mon émission Café Trailer, c'est de savoir ton premier trail. Est-ce que tu peux nous le raconter? Mais mon premier trail, ouais, effectivement, j'ai écouté 2-3 de tes podcasts et j'ai vu que la question elle revenait, du coup j'ai pensé un peu, ça m'a fait un peu rafraîchir la mémoire. Et moi ma première course c'était dans le Cantal et c'était un événement qui maintenant n'existe plus qui s'appelait Oxygen Challenge. Et puis j'ai vu qu'il y avait ça et avec mon frère et mon père, on voulait se motiver à le faire, sauf que j'avais pas l'âge, j'étais encore un minime à l'époque. Et c'était un peu plus de 10 kilomètres, donc j'avais pas le droit de le faire. Et du coup, on avait fait un certificat d'une provenance un peu douteuse et donc j'avais pu courir. Ouais. Donc j'avais pu courir et c'était mon premier trail et il y avait quand même un gros peloton et puis moi je courais un peu comme ça de temps en temps mais vraiment pas régulièrement. Puis au final, en haut de la première bosse avec mon frère, on s'était retrouvés dans les 10 premiers et on se regarde et on se demandait un peu qu'est-ce qu'on faisait là parce qu'il y avait peut-être il y avait plusieurs centaines de personnes et on était tout devant. Et au final, ça s'était bien passé. Puis là, sur la fin, j'avais un peu craqué, je m'étais perdu. Puis au final, on doit finir 8 ou 9 ou 9 et 10 avec mon frère, mais j'avais bien aimé. Et puis c'était dans le Cantal chez moi, juste à côté de la maison, autour de la station du Luran. Donc c'était une belle première expérience. Puis après, j'ai fait des petites courses nature petit à petit, quoi. D'accord. Et alors du coup, donc t'as pas l'âge pour faire la course officiellement, mais tu l'as fait quand même et tu finis huitième de cette course-là. Face à des personnes qui sont un peu aguerries quand même. Et toi, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport, c'est ça? Ouais, bon, il y avait pas non plus un niveau national ou rien d'exceptionnel, mais c'est sûr qu'il y avait des gens plus entraînés
que moi, mais ouais, en fait, j'ai vraiment adoré courir dehors et j'ai vu que bon, ça pouvait peut-être marcher, donc ça m'a donné un peu le goût de l'effort. Après, je faisais déjà d'autres sports différents, etc. Mais j'ai bien aimé cette première expérience, ouais, de courir dans les montagnes. Ok. Alors, avant de faire justement du trail, tu faisais quoi? Avant, tu faisais du cross, de la course sur route. Tu étais sur quel type de sport? Bon, je fais beaucoup de sports scolaires, du coup, on changeait tous les mercredis, on faisait des sports différents, j'ai un peu goûté à tout. Puis l'hiver, on faisait les crosses, ça me plaisait bien. Et après, sinon, ce que j'ai fait depuis, j'ai commencé à la fin de l'école et tout le collège, tout le lycée, je faisais du handball. Du handball, j'étais à fond dans le handball. Et en même temps, en parallèle, eh ben, je faisais un peu des petites courses le week-end qu'il y avait autour de la maison. Et puis, j'ai fait un peu d'athlétisme aussi, mais c'était toujours pour préparer plutôt ce qui m'intéressait, c'était plutôt les courses nature et les petits trails qu'il y avait autour de la maison, quoi. D'accord. Et alors, quand t'as fait du coup du handball, t'en as fait, t'étais à haut niveau, ou t'étais à un niveau régional, t'étais comment? Bah, en fait, on jouait dans le club de ma ville et après j'étais capitaine en équipe régionale. Donc, il y avait un processus de sélection. Puis après, en moins de 16 ans, il y a une sélection régionale. On fait une compétition nationale entre toutes les régions. Bon, l'Auvergne, on n'était pas très brillants, mais on avait quand même une bonne ambiance et tout. Donc, voilà, moi, après, j'ai pas fait du haut niveau. J'ai fait une section hand au lycée. Puis, mais en fait, ça m'a jamais effleuré l'esprit de vouloir m'y mettre à fond et d'essayer vraiment me lancer dedans, en mettant un peu les études de côté, en rejoignant le pôle. Pour moi, le sport, c'était quelque chose que je kiffais, mais c'était pas quelque chose que j'avais vraiment envie de prendre au sérieux à cet âge-là. Puis en fait, petit à petit, je me suis mis un peu plus au sérieux, mais pas sur le hand et plutôt sur les sports nature. Je fais aussi pas mal de raids multisports quand j'étais au lycée. Ça, c'est un sport qui m'a beaucoup plu. Et puis, euh, et puis après la course, j'ai commencé à prendre un coach parce que j'avais envie quand même de faire ça sérieusement. Et puis petit à petit, je me suis mis. En fait, au cours du lycée, je m'impliquais de moins en moins dans le hand pour me tourner de plus en plus vers les sports nature et les sports individuels, quoi. Ok. Et alors tout à l'heure, tu parlais de ton frère et de ton père qui ont fait ce trail aussi avec toi. T'as grandi dans une famille de sportifs. C'était quelque chose que vous aviez l'habitude de pratiquer en famille? Ouais, ouais, ben mon père, il a toujours été sportif. Il vient surtout du vélo. Il a fait un peu de triathlon, un peu de course. Alors, il essaie de nous motiver avec mon frère à nous apprendre à faire du vélo après qu'on aille avec lui chercher le pain, etc. Et après, ma mère, elle était aussi assez sportive. Elle fait un peu de natation. Puis elle nous a toujours soutenus. Donc, on allait voir, quand j'étais tout petit, on allait voir mon père faire des courses de vélo. Puis après, petit à petit, il a arrêté la compétition, mais il a toujours continué de s'entraîner. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai quand même grandi dans un environnement sportif. Et puis mon frère, j'ai un peu suivi. C'est lui qui a commencé le handball. Après, je m'y suis mis aussi. Et après, il a fait beaucoup de vélo quand il était jeune, mais ça, j'avais pas trop, ça m'attirait moins. Puis moi, mon truc, c'était plus la course à pied. Mais sinon, ouais, on s'entraîne encore ensemble souvent. C'est cool. Ok, super. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi de raid multisport. Ça, c'est un sport qui m'intéresse vachement. J'en ai fait un seul dans ma courte carrière de sportif. Et c'est vraiment un truc, parce que c'est souvent en plus en équipe. Ouais, ouais. Enfin, moi, je Bah, l'ai c'est fait toujours en avec celui que équipe, j'ai hein. fait. C'est toujours en équipe. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça vraiment génial, en fait, cette diversité de sports. Mais par contre, autant les programmes, tu vois, de course à pied, bon, voilà, on commence à connaître un petit peu les cycles, les types d'entraînement, etc. Mais je me dis, celui qui veut vraiment préparer un raid, la prépa, elle doit être juste énorme. Enfin, préparer le kayak, la course d'orientation, le VTT. Comment tu préparais, toi, ces courses-là? Ben ouais, le raid, c'est vraiment un sport génial parce qu'il faut savoir, c'est vraiment se déplacer dans la nature et savoir un peu tout faire, savoir s'orienter, savoir faire du vélo, savoir pagayer, savoir naviguer. C'est vraiment un sport qui est hyper complet. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aimais vraiment être dehors et pratiquer bah, tous les sports. Et en fait, pour s'entraîner à faire du raid, eh ben, faut faire un peu de tout, essayer toutes les semaines de toucher un peu à tout pour être vraiment polyvalent. Et après, faire les grosses séances physiques, je le faisais plutôt à pied. Et en récup, j'essayais de faire du vélo, faire du canoë pour développer les aptitudes techniques. Mais après, j'ai toujours quand même eu le focus sur la course à pied en parallèle. Et c'est vrai que c'est un sport avec des valeurs qui sont vraiment géniales. On part en équipe, on arrive en équipe et c'est vraiment proche de la nature, quoi. Hmm.
Ah, j'écoutais non, parce que, enfin, si je l'écoutais parce que je l'ai reçu. Sébastien Réchon, tu dois peut-être Ah connaître, ouais, 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 et ouais. Ouais. qui est quelqu'un qui est extrêmement bon dans cette discipline. Et, C'est le moins qu'on puisse et, dire. Ouais. et on voit en fait son attrait pour justement la nature et sa pratique du wildinisme d'aller courir en nature de façon la plus autonome possible. Euh, Toi, c'est quelque chose que tu aimerais suivre, un espèce de chemin, de faire plus du off, enfin aller vers la nature, ou la compétition t'attire vraiment euh, aussi? Bah, pour l'instant, je suis vraiment quand même centré sur la performance. Après, c'est sûr que les valeurs et quand on voit ce qu'ils font sur le waldinisme ou des traversées en autonomie, des trucs de barge, c'est quand même quelque chose qui est inspirant. Après, pour l'instant, je suis encore vraiment tourné sur la performance et la compétition, mais ça m'empêche pas de faire des défis personnels, que ce soit là avant de partir de Bilbao, je voulais faire toute la côte basque à vélo. Du coup, le matin, je suis parti en train pour aller jusqu'à Saint-Sébastien et après, j'ai fait toute la côte. C'est vraiment magnifique, la côte verte avec des eaux bleu turquoise, des plages de ouf. Et au final, j'ai fait 180 bornes dans la journée et ça, c'est un peu des choses qui peuvent être comparables. Cet hiver, il n'y a pas de compétition. Moi, j'avais envie de me faire un défi. Je suis parti de l'appartement ici à Bilbao. Je suis monté à la montagne la plus haute et je suis revenu. Ça, c'est des aventures zéro carbone et ça permet quand même de vivre des émotions folles et de faire ouais, c'est des défis qui s'intègrent un peu dans ma préparation qui est en fait plus tournée vers la performance, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre, quoi. Hmm. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses là. On va commencer par Bilbao. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi est-ce que tu es du coup en Espagne en ce moment? Ouais, alors pour expliquer tout ça, moi je suis étudiant en école d'ingénieur à Lyon, à l'INSA de Lyon, et je suis spécialisé dans les énergies et l'environnement. Et donc il y a une structure d'accompagnement des sportifs de haut niveau qui permet d'allonger ses études pour avoir moins d'heures et au final pour avoir plus de temps pour l'entraînement. Donc le diplôme il se fait en 5 ans et moi je le fais en 7 ans. Et dans ce parcours, il y a une mobilité internationale qui est obligatoire. Et donc je suis parti en Erasmus à Bilbao, à l'école d'ingénierie de Bilbao, pour, faire un stage de recherche et développement dans un labo et aussi suivre des cours. Donc c'est pour ça que je suis ici depuis septembre. J'ai fait un an d'échange et ça s'est super bien passé. Et là, c'est mon dernier jour ici. Demain, je me rapatrie dans le Cantal. On rentre à la maison et c'était vraiment une bonne expérience. Et en fait, j'ai voulu Top. venir ici parce que, ouais, je peux développer un peu, mais Vas-y, vas-y. j'ai choisi Bilbao parce que les montagnes basques, je voulais vraiment découvrir la culture du trail ici et de la course en montagne parce que c'est vraiment, je pense qu'ici au Pays Basque, il y a vraiment une grosse culture de la montagne et de l'outdoor. Même si les montagnes elles sont pas très hautes, c'est quand même hyper vallonné et il y a des montagnes hyper verticales et avec pas mal rocheuses, donc il y a des trucs vraiment sympas à faire. Et puis après, on connaît tous Zegamac, qui est la course phare qui a ici au Pays Basque et avec le plus d'ambiance au monde et je voulais vraiment découvrir ça. Sauf qu'au final, avec le Covid, ben, j'ai fait aucune course ici au Pays Basque. J'ai fait une course dans les Pyrénées espagnoles en arrivant en septembre. Et après, en octobre, j'ai fait une course vers la frontière portugaise. Mais sinon, ici, j'ai vraiment pas pu découvrir ça. C'est ce qui me manque un peu. Mais en revanche, ça m'a pas empêché de découvrir toutes les montagnes qu'il y avait ici. J'ai vu tous les coins que je voulais découvrir. Je suis allé à Iscori, le sommet de Zegama. J'ai fait ouais, plein de montagnes emblématiques du Pays Basque. La Gorbeia, il y a aussi une Coupe du Monde de skyrunning là-bas. Je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Donc ouais. Après, je suis allé aussi dans les Picos d'Europa. Hmm. C'est un autre match qui est un peu plus à l'ouest, mais qui mérite aussi le détour. En vélo, j'ai fait des beaux tours pour découvrir tout le coin. Donc j'ai bien rentabilisé cet Erasmus. Et j'avais aussi ouais, la volonté de pas aller à l'autre bout du monde pour essayer de réduire un peu mon impact carbone parce que déjà avec tous les déplacements sur les compétitions, un peu à sillonner les Alpes, à traverser l'Europe, ben, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Je voulais pas en plus partir par exemple en Amérique du Sud ou plus loin pour prendre des avions long courrier qui ont un impact vraiment considérable sur l'environnement. Donc j'ai réussi un peu à concilier tout ça en venant ici à Bilbao et je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Ça s'est super bien passé. Alors concrètement, ton diplôme, ton école d'ingénieur, ça te prépare pour travailler, si j'ai bien compris, au niveau de l'environnement.
Ouais. Et on voit dans ton discours que tu as l'air d'y être quand même assez sensible, assez attaché. Est-ce que tu fais partie de cette mouvance, de cette catégorie de trailers qui se dit que t'aimerais ne pas prendre l'avion pour aller faire des courses un petit peu partout dans le monde? Ben ouais, c'est clair. Après, je dis pas que je vais jamais le prendre parce que si un jour j'ai une opportunité, une sélection en équipe de France, d'aller faire un championnat du monde, c'est des trucs qui se refusent pas, ou de faire vraiment une course mythique qui mérite le déplacement un jour, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas envie de faire un circuit de Coupe du Monde où faut prendre, faut toutes les semaines, faut prendre l'avion pour aller une fois en Chine, après aller et après en Italie, aux États-Unis, voyager comme ça. Pour moi, en fait, ça n'a pas de sens de faire un sport nature où on est vraiment proche de l'environnement et de la montagne et en parallèle, de se dire, ouais, d'essayer de se trouver des excuses pour prendre l'avion, alors que, bah, pour moi, j'arrive pas à le concevoir, quoi. Si les gens, ils sont sincères avec eux-mêmes et que ça pose pas de problème pour eux, enfin, qu'il y a des bonnes raisons derrière tout ça, tant mieux. Mais moi, en fait, j'arriverai pas, si je prends trop l'avion, je vais trop culpabiliser, je le vivrai mal, quoi. Donc, je fais avec mes convictions et j'essaye de faire au mieux. Donc là, ça fait 5 ans que j'ai pas pris l'avion. Et puis, j'ai quand même réussi à faire vraiment des belles courses avant d'avoir vu, toutes les Alpes, tous les Pyrénées, tout ce qui est atteignable, en voyageant, sans voyager à l'autre bout du monde et voir tout ce qu'on a en France déjà, en tout découvrir, je pense qu'il y a de la marge. Donc pour l'instant, j'essaie de rester par là. Après, comme je te disais, ça ne veut pas dire que je vais jamais prendre l'avion. S'il y a des opportunités qui se présentent vraiment grandes, eh ben je les saisirai, quoi. Hmm. Voilà un peu Ouais, c'est ma sûr. vision des choses. Non, merci de la partager. C'est vrai que c'est un petit peu une contradiction du trailer, comme tu le dis, hein, de voyager comme ça avec des moyens qui sont quand même extrêmement polluants, comme notamment l'avion, et puis d'aller courir en nature, et puis d'avoir ce souhait d'être le plus seul au monde possible, avec des paysages les plus merveilleux possibles, avec une organisation la meilleure possible et de polluer en même temps en y allant. Maintenant, c'est un petit peu mon cœur balance aussi. Hein, je me dis en même temps, faut pas non plus s'empêcher de voyager, d'arrêter de vivre. Toujours cette juste milieu, cette balance à trouver. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Et tu penses que ça devient d'où cette sensibilité pour l'écologie? Moi, je pense que c'est quand même un truc générationnel. On est de plus en plus sensibilisés. Après, mes parents, ils m'ont toujours sensibilisé à la beauté de la nature, d'aller faire des balades dans le Cantal, m'expliquer, de regarder toutes les espèces d'oiseaux qui viennent dans la mangeoire à l'hiver avec ma mère et ma grand-mère en essayant de regarder sur le livre, etc. C'est des choses qui ça vient. Bon, l'éducation, c'est quand même les parents en priorité. Et après, il y a quand même je sais pas, d'autres influences. Après, il y a forcément quand j'ai choisi cette branche parce que c'était déjà sensibilisé, mais j'ai appris encore pour les études, je parle, mais j'ai appris encore beaucoup de choses sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les cycles du carbone, et on se rend compte que là c'est la cata, quoi. Et puis après, j'ai lu des bouquins, etc. Sur comment ça peut s'effondrer, sur ouais, je pense notamment à Aurélien Barraud, Pablo Servigne, et ça c'est des gens des lectures qui m'ont influencé. Puis après aussi, je dois dire que Xavier Thévenard, c'est un gars que j'admire beaucoup, et puis son engagement de dire j'arrête de prendre les longs courriers, c'est quelque chose qui m'a influencé aussi. Je me dis, mais si des gars qui, c'est vraiment leur boulot, ils arrivent à le faire, ça doit être possible. Après, c'est sûr qu'avec la conception actuelle qu'on a du haut niveau, que ça peut pas fonctionner. En fait, c'est le haut niveau dans le sport, avec des compétitions internationales, avec un circuit par exemple de Coupe du Monde, ben, c'est pas compatible avec la vision que j'ai de l'environnement. Mais c'est en même temps ce que j'ai envie de faire. Du coup, c'est beaucoup de contradictions, mais je pense que structurellement, il faudrait revoir les compétitions et vraiment faire un peu avec des ligues et on droit de voyager pour aller plus loin et faire les étapes suivantes que les meilleurs. Ça, c'est un truc qui est envisageable, mais en même temps, pour le grand public, on peut pas dire
vous n'avez pas le droit d'aller faire des courses à l'autre bout du monde parce que vous n'êtes pas assez bon. Enfin, il y a plein de questions, mais moi, je réfléchis beaucoup sur ma pratique, sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, mais j'ai pas les solutions, quoi. Hmm. C'est des idées, Mais, quoi. mais je crois que personne ne les a vraiment, hein. Pour l'instant, il y a plein de choses qui se font, plein de choses qui se testent. On a vu là l'UTMB Group qui a lancé les World Series. Voilà, et Salomon qui a sorti aussi les Golden Trail Series. Vu que la fédération ne se penche pas sur un circuit assez suffisamment sérieux, bah c'est les sponsors, les marques, les organisateurs privés qui s'en chargent. Et je crois que les réponses, elles viendront dans les années à venir. En fait, là, pour l'instant, il y a plein de choses qui se testent, plein de choses qui se font. On verra qu'est-ce qui prendra, qu'est-ce que le public aimera, qu'est-ce que le public n'aimera pas. Et puis aussi, en associant cette dimension écologique, comme tu le dis, parce que oui, effectivement, tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller. Enfin, pour l'instant, ça paraît difficilement pensable de dire à quelqu'un, tu fais la diagonale des fous en 66 heures, t'as pas le droit d'y aller. Là, tu vois. Pour l'instant, ça Ouais, paraît c'est difficile. clair, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Enfin, moi, je serais dégoûté en tout cas. Ouais, ouais. Et en plus, ouais, là, tu parlais de la multiplicité des circuits. Après, il y a d'autres. Là, au niveau du haut niveau, c'est sûr que ça manque vraiment de structuration, quoi. Puis après, ça implique aussi d'autres problèmes, qui est la dilution du niveau. C'est illisible pour quelqu'un qui est pas initié. C'est illisible de savoir si une performance est une performance ou si c'est juste qu'il y avait personne, que le circuit il est bidon. Enfin, c'est pour le trail pour l'instant, c'est vraiment ça part vraiment dans tous les sens et il faudrait vraiment quelque chose qui structure tout ça pour crédibiliser un peu le haut niveau et en même temps essayer de réfléchir sur les impacts que notre sport il a sur l'environnement, quoi. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudrait, mais après, c'est sûr, c'est compliqué. Il y a plein d'acteurs et les marques, les fédérations, il y a plein d'enjeux, mais voilà. Et est-ce que toi, tu verrais le trail au JO? Non. Après, bon, j'aimerais bien, mais le trail au JO, ça serait un trail. J'aimerais bien que ma discipline soit olympique, mais pour moi, le trail au JO, ça serait un trail dénaturé. Pour l'instant, ça serait pas du trail, quoi. C'est par exemple avant, le VTT, c'était des marathons VTT 80 sans borne en montagne. Et au final, maintenant, c'est devenu un sport olympique, mais c'est plus le même VTT, c'est une autre discipline. Après, le cross-country, c'est quelque chose que je suis beaucoup et que j'admire, mais en fait, c'est plus le VTT qu'on avait à l'origine. Après, donc peut-être qu'il y aura un trail au JO, mais ça sera pas le trail qu'on connaît maintenant, quoi. Ça sera peut-être un truc avec des circuits et ça sera un cross avec plus de dénivelé. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ce que je fais, qui soit au JO et qu'éventuellement pourquoi pas je m'y prépare ou quoi. Mais ça sera pas le trail qu'on le connaît et ça sera pas le trail qui m'attire pour le moment, qui est des grandes traversées dans des paysages incroyables ou des grandes boucles avec un sens, quoi. Une traversée du Nil ou une boucle autour d'un massif ou quelque chose qui est avec un parcours qui est vraiment une âme en plus, qui est quelque chose, quoi. Après, bon, on verra bien. Mais ouais, ce que je pense, c'est que s'il y a quelque chose qui se rapproche du trail, ça sera pas ce qui m'attire maintenant, mais ça veut pas dire que j'aurais pas envie de le faire non plus, parce que moi, la performance et la confrontation et le dépassement de soi, c'est aussi des valeurs qui me parlent et qu'on retrouverait dans un format olympique. Donc voilà un peu ce que je pense du sujet. Ok, ça marche. Ouais, c'est sûr que ça fait aussi un petit peu débat cette histoire. Et puis c'est vrai que beaucoup disent que ce serait, comme tu dis, à l'image du VTT où il faudrait des pistes normées pour pouvoir être filmé et rentable télévisuellement parlant. Donc effectivement, ce serait un petit peu compliqué, je pense, pour le trail de le faire. Et alors toi, justement, est-ce qu'il y a des courses qui te font rêver? Un jour, tu te dis, celle-là, je veux absolument la gagner. Si je la gagne, j'ai réussi ma vie. C'est la panacée. Bon, s'il y a vraiment une course que je devrais sortir du lot, je vais pas faire très original, mais l'UTMB, ça m'attire quand même. Mais après, il y a plein d'autres courses que j'ai vraiment envie d'aller faire, qui sont des courses qui sont pas forcément connues, mais qui m'attirent par la beauté du parcours et par le côté aventure qu'elles ont. Je pense notamment à l'ELS 2900, c'est une course en Andorre qui se fait par équipe de deux, où c'est une traversée de toutes les crêtes de l'Andorre pour relier tous les sommets de plus de 1900 mètres, où là, il faut être encordé. En fait, c'est un peu de l'alpitrail. Donc ça, c'est une course qui m'attire. Après, il y a aussi des courses qui sont pas trop connues. Là, notamment les Picos de Europa que j'ai visité, ça fait un peu plus d'un mois maintenant.
avec des courses 70 bornes, 7000, des trucs dingues, quoi. Avec de la très verticale, avec des paysages vraiment sauvages, des trucs de fou. Sinon, il y a une course en Italie aussi qui s'appelle Kima. C'est pareil, c'est 50 ou 50 bornes, 5000 dans la caillasse, des trucs hyper engagés, hyper techniques. Ça, c'est vraiment les courses qui m'attirent le plus au niveau du parcours. Et après, au niveau de la globalité, de la densité du niveau, de l'ambiance, c'est l'UTMB. C'est un format que j'ai jamais pratiqué, mais quand on va quand même sur l'UTMB, on voit que c'est quelque chose, cette course, qu'il y a un truc en plus, quoi. Quand on voit le nom, la quantité de personnes qui suivent la course, l'ambiance qu'il y a à l'arrivée à Chamonix, c'est quand même un truc qui est dingue et tu te dis, mais si je gagne ça, mais ça doit vraiment être un truc de fou, quoi. Ah bah, c'est sûr qu'il y a une vie avant, une vie après, hein. Ouais, mais je pense, ouais. Complètement. Et ça, c'est ça, c'est des courses que tu penses arriver à aller cocher sous combien de temps? Parce que là, pour l'instant, tu as fait quoi comme plus grosse distance? Bon, après, la distance, c'est pas la difficulté de, c'est pas forcément en soi ce qui est difficile. Finir un UTMB, je pense que c'est atteignable par beaucoup de monde, mais gagner l'UTMB, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est pas parce que pour l'instant, j'ai pas fait des grandes distances que j'arriverai pas à finir. Mais sinon, pour répondre à ta question, le plus long que j'ai fait à l'entraînement, ça devait être une soixantaine de bornes. Et en course, le plus long que j'ai fait, ça va être le Trail des Aiguilles Rouges, ça faisait 55. Et sinon, à l'automne dernier, j'ai fait 110 en 3 jours sur une course aussi, une course à étapes en Espagne. Après, j'ai fait quoi des sorties longues. J'ai accompagné Xavier Thévenard l'été dernier sur le GR20 pendant 10 heures. Mmh. Donc ça, j'avais aussi des super bonnes sensations. J'étais vraiment content. Donc, ouais, le long, pour l'instant, ça m'attire quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'ai pas fait des épreuves en course, des trucs de plus de 6h30, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cet accompagnement de Xavier Thévenard sur le GR20? Qu'est-ce que toi, tu as fait comme portion et est-ce que tu as pensé de cette aventure? Ouais, ben moi j'ai eu la chance d'être intégré vraiment au cœur du projet puisque j'étais logé avec chez les parents de Xavier. Donc ça c'était vraiment cool. Donc j'ai pu vraiment vivre l'aventure de l'intérieur et de voir un peu tout l'aspect organisationnel et tout ce qu'il faut, tout ce qui va derrière, tout ce qu'on voit pas. Donc ça c'était vraiment cool un peu de voir un peu comment tout marche et tout le boulot qu'il y a à fournir pour faire un événement comme ça. Et après, moi, j'ai couru, j'ai rejoint à midi, donc il avait déjà 8 heures dans les pattes. 8 heures du nord, elle est plus technique, Mmh. ou à épuiser un peu tous les pays sur Corse qu'il suivait. Et donc, après, je suis parti du col, là, j'ai un trou. Et j'ai fait une partie, lac de Capanel, et après, ouais, là, les noms, ça m'échappe un peu, mais il y avait encore beaucoup de montagnes. Il y avait beaucoup de crêtes jusqu'à Vizavone en fait. Jusqu'à Vizavone, j'étais vraiment là pour l'assister au maximum. Donc je portais ses bâtons, je transportais son eau, je lui donnais à manger, etc. J'étais vraiment à bloc. Je courais au refuge pour faire tamponner juste avant qu'il arrive et qu'on perde pas de temps. Et après, vu que j'avais des sensations encore pas trop mal après 8 heures, j'ai dit ben, je vais essayer de continuer un peu. Bon, j'étais plus j'y avait quelqu'un d'autre pour s'occuper vraiment de lui, mais j'étais dans le groupe et je voulais essayer de suivre pour voir un peu jusqu'où j'allais tenir. Après, il y a la nuit qui a commencé à tomber, j'ai fait 2 heures de plus et là, j'ai senti que l'énergie a commencé à baisser. Donc, j'ai dit que je me suis arrêté au bout de 10 heures, mais c'était vraiment un truc de fou, quoi. Avec, il y avait aussi l'ambiance qui se dégageait et vraiment, il a réussi à vraiment obtenir le soutien de tous les Corses et toute l'île a fédéré autour de lui, tous les trailers locaux. Donc ça, c'était vraiment une belle performance d'arriver à fédérer comme ça et que tout le monde soit derrière lui. Et moi, puis les paysages corses, c'est un truc de fou. Le GR20, c'est vraiment quelque chose à faire et quelque chose à vivre. C'est vraiment hyper technique, c'est hyper vertical, hyper minéral. C'est vraiment trop beau, quoi. Et puis, là, j'ai une petite pensée en pensant à ça, j'ai une petite pensée pour Lambert Saint-Élie qui va se lancer, là, au mois de juin pour essayer de faire la tentative de la traversée et d'essayer de battre le record. Donc il avait accompagné Xav sur la première partie, et puis là il s'est entraîné comme un fou. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment un projet de dingue et je pense que là il est à fond. Donc je lui souhaite le meilleur. Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite effectivement Ouais.
pour essayer d'aller chercher ce record. Comme tu dis, c'est vraiment une performance incroyable. Et moi, je l'ai fait en 5 jours, le GR20. Et quand tu le fais dans ces conditions-là, tu te rends compte vraiment de ce que c'est que d'aller taper des 30 heures. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Moi aussi, je l'ai fait en rando il y a 3-4 ans avec des copains, avec Johan Bojar et Sylvain Cachard, qui sont maintenant aussi des trailers de très haut niveau. Et on avait mis 8 jours. Après, on avait fait en autonomie complète. Du coup, on était quand même bien chargé. Mais quand tu fais ça en marchant en 8 jours et que tu dis, le mec fait ça d'une traite, Mm. ouais, tu dis, mais c'est un truc de dingue. Et puis, quand j'ai fait avec Xavier aussi, alors le suivre 10 heures, au bout de 10 heures, t'es éclaté et le mec, il a déjà couru 10 heures, il refait 10 heures après. Tu te dis, mais comment c'est possible? Et quand tu vois l'état dans lequel ils se mettent, c'est vraiment, il y a encore vraiment une grosse marche avant d'être capable d'être autant endurant, quoi. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et alors, quand tu vois justement cette marche, tu trouves ça challengeant ou ça a des côtés parfois où tu te dis, mais ouais, j'en serais potentiellement jamais capable. Comment tu l'abordes ça? Non, mais moi, ça m'attire, le challenge, le dépassement de soi et puis en fait, j'aime m'entraîner, j'aime faire des heures. Du coup, ouais, je sais qu'il y a encore du boulot avant d'être aussi solide que ça. Mais après, je pense que pour être bon sur des formats comme ça, c'est plus seulement l'entraînement, quoi. Il faut avoir un truc en plus. Il faut vraiment avoir mentalement et aimer ça, quoi. Aimer être dehors ouais, c'est quelque chose. Je pense que tu peux pas le préparer et t'inventer comme ça. Faut vraiment l'avoir au fond de soi, quoi. Vraiment aimer l'ultra endurance. Et je pense que, en fait, à chaque fois que j'ai fait des trucs longs, c'est là où j'avais les meilleurs résultats. C'est là où, ouais, en raid multisport sur plusieurs jours aussi, c'est là où ça marchait bien, les épreuves. C'est vraiment un truc qui m'attire. Donc pour l'instant, j'ai jamais fait ça, mais je le vois vraiment plutôt comme un challenge motivant plutôt que de me dire, ouais, mais je vais jamais y arriver, quoi. J'ai vraiment envie d'essayer et de voir où ça mène. Et est-ce qu'il y a des gens qui te disent que t'en fais trop? Et si oui, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que quand tu fais de l'ultra trail, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et tout niveau confondu, je pense. Alors ça doit être peut-être encore plus vrai quand t'es à haut niveau. Je sais pas. C'est quoi ton retour par rapport à ça? Ouais, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas parce que, en fait, toute ma vie, elle est organisée autour de l'entraînement et autour de la performance, quoi. Tout ce que je fais, c'est relié à la performance. Donc, ouais, c'est sûr que le haut niveau, c'est un peu auto-centré, c'est un peu des trucs où on a tendance toujours à en faire trop, à vouloir. Après, il y a des gens qui arrivent à pas se prendre la tête à faire du haut niveau. Mais en fait, pour moi, c'est pas se prendre la tête parce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Et faire attention à ce que je mange, ben, en fait, ça me plaît, aller m'entraîner dehors et faire passer vraiment beaucoup de temps. En fait, c'est pas des choses qui sont coûteuses, c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime faire et comme ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc les gens qui disent après s'ils disent que s'ils font référence plutôt à l'aspect santé, Hmm. c'est sûr que c'est pas optimal de s'entraîner autant et de vouloir faire du haut niveau, de la haute performance. À un moment, pour le corps, c'est pas ce qu'il y aurait de mieux pour obtenir la santé, mais ça n'empêche pas, si on arrive à faire vraiment prendre soin de soi et à soigner tous les aspects de nutrition et d'alimentation, je pense que c'est pas incompatible avec une bonne santé, même si c'est pas forcément ce qui aurait été plus optimal, mais on peut arriver à compenser quoi en faisant vraiment attention à son sommeil, à la qualité de ce qu'on mange, etc. Donc pour l'aspect santé, je pense que j'arrive à peu près à bien gérer. Et après pour l'aspect social, de faire trop, d'être que là-dedans, etc. Je pense que j'ai quand même réussi à trouver un peu un équilibre. Et en fait, c'est ça que j'aime faire. J'aime pas forcément aller à une soirée et au bout d'une demi-heure, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Par contre, quand je vais courir, au bout de 5 heures, je me dis bon, mais on continue. Non, c'est trop bien. Donc ça, c'est ce que j'aime faire et moi, ça me motive. Donc pour ce côté-là. Puis après, sinon, par rapport à en faire trop, par rapport à l'Erasmus, là, j'avais un peu peur de pas arriver à trouver l'équilibre, à m'entraîner, de pas trouver, soit d'être tout seul dans mon coin et de m'entraîner, soit de pas arriver à m'entraîner correctement parce que je faisais trop d'activités. Mais au final, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, il y a personne qui m'a dit, enfin, je me suis pas senti coupé de la communauté Erasmus parce que j'étais trop concentré sur le trail et tout. J'ai réussi à m'adapter, etc.
Donc après c'est toujours des équilibres, faut arriver à être sûr quand on a une famille, eh bien c'est différent. Mais moi pour l'instant je suis étudiant et j'arrive à concilier mes études avec ce que j'ai vraiment envie de faire, courir dehors, etc. Donc j'ai pas l'impression d'en faire trop quoi. Top, top. Alors, je l'ai pas dit au tout Mhm. début, mais vous pouvez poser toutes vos questions à Mathieu si vous le souhaitez, et on se fera un plaisir d'y répondre. Et il y a Julien qui a une question un petit peu pour continuer notre discussion sur cet équilibre. Quel futur équilibre vie pro, perso et vie de coureur de haut niveau? Est-ce que tu as une idée? Cas extrême, Hugo Ferrari que j'ai reçu ici et qu'on salue, qui travaille en condensé pour dégager du temps. Alors, il travaille pas vraiment en condensé, c'est qu'il travaille le week-end vu son métier de speaker. Est-ce que toi, tu as réfléchi à ce futur-là? Comment est-ce que tu l'envisages? Bah, pour l'instant, là il me reste un an d'études pour finaliser mon diplôme. Donc pour l'instant, je vais continuer de m'entraîner à bloc et tout en suivant le cursus tout en suivant le cursus. Et donc là, c'est sûr que dans un an ou peut-être un peu plus, si j'allonge encore, la question va se poser. Et là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est une période clé pour savoir qu'est-ce que je vais faire parce que si je veux essayer de me lancer à fond dans le trail pendant une année ou deux, faut que je fasse des résultats cet été cet été et en début d'année prochaine pour essayer de dégager un peu des sponsoring plus importants et pouvoir faire ça, pouvoir essayer vraiment de me mettre à 100% pendant un an ou deux, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un truc que j'ai un peu en tête. Et sinon, si ça marche pas dessus, là, ça marche pas trop, je fais des résultats plutôt moyens, bah, je trouverai un travail et puis je continuerai de m'entraîner parce que c'est ce qui me fait kiffer. Mais je le ferai peut-être un peu moins tourner sur la performance, mais plus sur des défis perso, etc. On va voir ce qui se profile, mais moi, j'aimerais bien essayer de me lancer un peu à fond là-dedans pendant un an ou deux, pour avoir vraiment soigné ma récup à fond, pour essayer d'atteindre vraiment mon potentiel maximum, quoi. Ne pas avoir de regrets en me disant, si j'avais fait les choses un peu mieux pendant un an ou deux, peut-être que ça aurait pu marcher encore mieux. J'ai vraiment essayé envie d'aller chercher mon plein potentiel. Et puis, sauf que là, en ce moment, ben, il n'y a pas trop de courses pour faire ses preuves et pour développer tout ça. Donc, on va voir ce qui se présente, mais pour l'instant, je suis pas, vu que, en fait, j'ai mon diplôme, je suis pas trop stressé pour l'avenir. Et puis, en même temps, pour l'instant, j'ai pas de famille à entretenir, etc. Donc, je peux vivre, de façon assez modeste et vraiment une vie sobre. J'ai pas besoin de gagner des 100 et des 1000 pour être heureux. Je pense que c'est un peu ce qui dégage Hugo. C'est un peu, il dit, ouais, je gagne pas énormément, mais par contre, je vis de ma passion et mon boulot, ça me fait kiffer, quoi. Donc ça, c'est des choses, ouais, ça m'inspire pas mal. Il a réussi à se lancer vraiment dans ce qu'il avait envie de faire. Et même si, ouais, et puis en vivant sobrement, ben, ça peut marcher. Donc on verra. Puis après, j'ai quand même mon diplôme d'ingénieur qui est un peu mon parachute. Je pense que surtout dans le domaine dans lequel je me forme, je pense qu'il y a du travail. Donc je suis assez serein de ce niveau-là. Mais ouais, comme je t'ai dit, j'aimerais bien essayer d'atteindre mon potentiel maximum dans le trail, quoi. Hmm. Et du coup, est-ce que tu sens que la, entre guillemets, nouvelle génération d'élite cherche comme ça des moyens différents au-delà de la sponsorisation, enfin, du sponsoring, est-ce que tu sens qu'il y a une vraie recherche de professionnalisation par un petit peu divers moyens pour essayer de vivre du trail à 100%? Je sais pas si tu en as déjà parlé avec d'autres athlètes de ton niveau qui ont à peu près aussi Ouais, qui bah, j'ai ont un un copain aussi, background. Sylvain Cachard, qui est quand même un super pote, qui est aussi à l'INSA, qui là, il a réussi à se dégager des revenus pour être totalement indépendant par rapport, il pourrait presque, il pourrait arrêter les études, ça lui permet de vivre sobrement, là, ce qu'il arrive à se dégager. Il dit qu'il pourrait devenir professionnel pendant un an ou deux. Donc ça, c'est aussi inspirant de voir que c'est possible. Mais là, sinon, dans mes relations proches, c'est vraiment des coureurs qui sont tournés sur le haut niveau, qui sont passionnés par leur pratique. Et en fait, ils essayent juste de trouver la performance et
après, ils sont vraiment centrés vraiment sur la performance et essayer de penser que c'est ça qui va leur permettre de se faire leur place et éventuellement de dégager des revenus en trouvant des sponsoring. Et ouais, ça, c'est les gens que je fréquente et c'est des valeurs c'est des valeurs que j'apprécie beaucoup, quoi. C'est vraiment, ce serait vraiment des sponsoring au mérite. Sauf que maintenant, c'est plus comme ça que ça se joue. Du coup, faut arriver un peu à jouer, à faire faire sa place sur les réseaux sociaux, à développer des trucs en plus, à faire de la valeur ajoutée pour intéresser des marques qui pourraient nous financer, quoi. Parce que les primes de course, c'est pas ça qui fait vivre dans le trail. Et donc, c'est ce qui fait Hugo. Ben ouais, moi, ça m'inspire. Hugo, à la fois, il essaie de faire de la performance au maximum et en parallèle, il développe des choses pour fédérer et pour arriver à se dégager des revenus. Donc, il y a un peu toutes les pratiques, mais vraiment dans mon entourage proche et les gens que je pratique, c'est plutôt des gens qui sont tournés vers la performance et vraiment le haut niveau et qui essayent pas de développer des business à côté, quoi. Bah, c'est vrai que c'est des compétences qu'il faudrait, enfin que les marques demandent à ce que les athlètes élites aient, mais tout le monde n'a pas l'envie ni la capacité d'aller développer un réseau social, devenir community Ouais, c'est clair, hein. manager, devenir podcaster, devenir ce qu'on n'est pas en fait. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que c'est parfois important que les fédérations suivent et puissent aider les athlètes de haut niveau comme ça, mais on n'y est pas encore dans le trail. Ouais, ouais, c'est clair. Maintenant, dans le trail, c'est sûr, faut être à la fois coureur et à la fois communicant, quoi. Donc Mm. les puristes, ils trouvent ça un peu dommage. Après, maintenant, c'est comme ça, quoi. Il faut l'accepter et arriver à s'adapter, quoi. Si on veut, si on veut survivre, il faut s'adapter. Moi, au début, ben, communiquer, ça me pesait un peu. Puis au final, on se prend au jeu, on aime bien voir les retours. On voit si ça marche, ben, on est content, etc. Donc moi, je vais pas dire que j'aime pas ça parce que c'est pas vrai. Moi, j'aime bien communiquer et essayer de développer un peu mon image sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que parfois, ben, quand on est vraiment concentré sur le haut niveau, qu'on passe ses journées à faire ça, et que il y a des gens qui arrivent à vivre de ça alors que ils mettent moins d'implication dans leur entraînement. Quand on est vraiment tourné à la performance, ça fait serrer les dents. Mais maintenant, si je vois, je sais comme ça que ça marche, il faut l'accepter, quoi. C'est sûr Mm. pour une marque, eh ben, même si tu cours vite, mais t'influences personne, eh ben, forcément, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la réalité, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr, ça demande de l'adaptation et puis ça fait, comme tu dis, ça fait grincer des dents certains quand il y a des influenceurs qui arrivent à dégager des milliers d'euros avec quelques stories et puis que toi tu t'entraînes tous les jours pour performer et puis que t'as personne qui veut t'accompagner. Mm. Ça peut effectivement faire rager un petit peu, mais comme tu le dis, c'est l'évolution de la société et c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Alors, il y a Frédéric qui te demande quel est ton prochain objectif de cette saison en compétition et surtout quelle est la course ultime pour toi qui te fait rêver. Alors, la course ultime, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était l'UTMB. Mais alors, cette saison, du coup, toi, t'as prévu quoi? Du coup, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure qu'il allait falloir que tu appuies un petit peu sur la craie là, pour performer. Et c'est où que tu as envie d'aller chercher des podiums? Et bien là, mon premier objectif sur ce début de saison, c'est le 90 km du Mont Blanc. Donc, il devait avoir lieu le dernier week-end de juin, puis c'était décalé d'une semaine, donc ça sera le 2 juillet. Et donc là, depuis janvier, mon objectif, il est vraiment focalisé là-dessus, quoi. J'ai fait énormément de rando courses, beaucoup plus d'heures que d'habitude, parce que c'est un format, bah, la gagne, c'est en 11 heures, quoi. Donc, c'est vraiment une grosse marche, mais j'ai vraiment envie d'aller essayer. Maintenant, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'augmente petit à petit les distances. Et donc, je pense que c'est assez cohérent de maintenant d'essayer d'aller un peu, de mettre un premier pas dans l'ultra. Donc ça, c'est mon premier gros objectif. Et puis, ouais, la course ultime, bah, j'en ai déjà parlé sur l'UTMB. Et donc, pour préparer OS 90, j'ai fait une grosse base classique l'hiver, quoi, énormément de séances avec du travail de pied, du renfort. J'ai couru aussi beaucoup pour développer au maximum un peu toutes les qualités du coureur. Et là, plus on se rapproche de la course, plus je fais des spécifiques. Donc, pour une course longue comme ça, il y a vraiment d'autres qualités que ce qu'il faut avoir sur une course en montagne de 10 km qui vont être à travailler. Donc évidemment l'endurance de base, mais aussi des qualités musculaires
pour encaisser le dénivelé négatif, quoi. Parce que ça, c'est l'excentrique, ça fracasse vraiment. Et là, c'est 90 km avec 6000 mètres de dénivelé. Donc, même si t'as si t'as une VO2 de 90 millilitres par minute par kilo, si t'as jamais fait de descente, eh bien, au bout de 2000 mètres de dénivelé négatif, tu vas pas monter bien vite. Donc ça, c'est des qualités qu'il faut travailler aussi, faire des descentes assez rapides. Puis travailler aussi, ouais, faire des randos courses, quoi. Prendre les bâtons et puis partir dans la montagne. Puis j'ai fait aussi beaucoup de vélo pour préparer plus les longues distances, l'endurance de force et puis du volume à basse intensité sans trop de choc. Donc voilà un peu comment je me suis préparé. Puis après, j'ai fait quand même je suis rentré en France faire la course, la seule course qu'il y a eu jusqu'à maintenant, le trail de la Cité de Pierre. Donc c'est des courses, ça m'empêche pas de faire des courses courtes et de continuer d'essayer de travailler, de performer un peu sur plus court. Donc là, c'est un 30 bornes. Il y avait un sacré niveau national et je fais 8e. Donc j'ai quand même réussi à développer cet hiver des qualités de vitesse. Et voilà. Pas faire trop long tout de suite, mais là j'ai envie d'essayer le 90, c'est vraiment un truc qui me motive. Puis dans la vallée de Chamonix, c'est quand même une sacrée vallée, c'est quand même une ville mythique, donc on va aller voir ce que ça donne là-bas. J'espère que ça va marcher. Top. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein. Que ça Ouais, fonctionne, que ça le ouais, fasse. sympa. Et du coup, tu t'en parles un petit peu de ton entraînement. Il y a plusieurs écoles, hein, sur la façon de s'entraîner, d'arriver au meilleur niveau à un jour J. Il y a la team quantité vs la team qualité. Toi, tu es plutôt de quelle équipe? Est-ce que tu mixes un petit peu des deux? Est-ce que t'es comment? Moi, maintenant, je suis passé la qualité dans la quantité. Non, ben, pour faire un ultra, si tu fais pas de quantité, ça va être compliqué quand même, hein. Mais sinon, pour faire du court, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Moi, qui aime beaucoup m'entraîner, c'est peut-être aussi pour ça que je me tourne naturellement vers l'ultra parce que j'aime vraiment être dehors et faire beaucoup d'entraînement. Et si on veut faire du court, c'est sûr que à un moment, ça sert à rien de faire 25 heures par semaine. Il vaut mieux être plus frais sur les séances et faire des meilleures séances pour développer au maximum ses qualités de vitesse, etc. plutôt que de faire des heures et des heures. Après, l'endurance aérobie, c'est aussi et développer tout le système d'aérobie, c'est des leviers de performance, mais ça va créer trop de fatigue pour pouvoir être bon sur du court. Donc, c'est sûr, faut arriver à trouver le juste équilibre. Mais moi, j'aime bien m'entraîner beaucoup. Donc là, cette année, je fais quand même beaucoup de quantité, mais ça n'empêche pas de caler quand même des bonnes séances, un peu de tout type, mais un peu de tout, quoi. Tu te fais accompagner toujours Un peu dans ta hybride. préparation? Ouais, ouais. En fait, quand je suis entré chez ASICS en 2015, j'ai rencontré Benoît Nave. Donc, il m'a suivi pendant 4 ans. Et là, à l'automne dernier, j'avais un peu besoin de renouveau. Donc, avec Benoît, j'ai quand même eu une progression régulière et constante. J'étais super content. Et là, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'accorder plus de temps Benoît, c'est quelqu'un qui a plein de projets, qui est demandé de partout parce que c'est quand même une pointure. Du coup, il est super demandé. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse plus s'investir dans mon suivi, d'analyser vraiment les séances en détail, d'avoir plus d'échanges, de sentir que ce soit plus cadré, quoi. Et donc, je me suis tourné vers Nicolas Martin. Et donc là, on travaille ensemble depuis octobre. Et je pense que ça a confirmé en compétition, mais je pense que j'ai vraiment passé un bon cap. J'ai vraiment progressé là depuis qu'on travaille ensemble. Et là, ouais, on s'appelle régulièrement et c'est un suivi qui me plaît bien. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose dans l'ultra qui te fait peur? Non, je vais pas perdre. Euh, J'y vais, non, mais faut que je fonce. après, ouais, mais c'est sûr que je pense que dans l'ultra, il y a des moments où il va falloir souffrir, hein. C'est sûr que ça fait, on n'est pas fort, on n'est pas serein quand on y va. On sait jamais, l'ultra, on sait jamais. Une course en montagne, sur un podium, tu peux presque le remplir avant le départ. Un ultra, ben, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, donc c'est super compliqué. Puis aussi les récup d'ultra, je pense que c'est un truc. Moi, quand je vois Xavier ou Benoît Girondel, comment c'est long pour vraiment récupérer un ultra où tu te transcendes et tu vas chercher des ressources tellement loin. Au niveau hormonal, ça te fracasse et tu peux être HS quoi pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est des trucs qui font un peu peur aussi. Mais il faut l'accepter et puis prendre le temps de récupérer, etc.
Donc ça, c'est aussi un truc qui peut faire peur quand on le dit, mais il faut juste en être conscient, quoi, quand on le fait et pas prendre une semaine de récup, dire, ah, ben, j'ai plus mal aux jambes, je continue, mais vraiment écouter les sensations, écouter le corps et lui laisser le temps de se réparer, quoi. Donc ça, moi, j'aime tellement m'entraîner, je me dis, mais je vais pas y arriver, mais je pense que en s'écoutant bien et en étant bien suivi et encadré, je pense qu'il n'y a pas forcément de problème, quoi. Très bien. Non, c'est sûr que ce côté récupération, ce côté fatigue générale après un ultra, c'est vraiment à prendre en compte. Tu fais bien de le souligner, effectivement. Et pour accepter d'aller rechercher comme ça au plus profond de toi-même, au plus profond de tes performances, d'aller repousser tes limites, est-ce que tu fais un petit peu de préparation mentale ou est-ce que tu es un petit peu accompagné sur ces sujets-là? Bon, j'ai un peu travaillé, notamment à l'automne dernier, parce que j'avais besoin de me refixer les objectifs, de savoir un peu, de retrouver un peu de sens et de mettre un peu des mots sur ce que je ressentais et ouais, de discuter avec quelqu'un sur qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir m'aider à prendre des décisions pour vraiment, ouais, essayer de passer un cap. Donc, j'ai été accompagné par Anne Fourmont qui est basée dans le Cantal et qui m'a un peu suivi. Mais sinon, j'ai pas fait de préparation spécifique. Je pense que la préparation spécifique, elle se fait tous les jours quand on va s'entraîner et qu'il fait pas beau et qu'on sort quand même. Et ben ça, je pense que ça te prépare aussi mentalement. L'entraînement au quotidien, on entraîne le corps, mais on entraîne aussi l'esprit sur les séances, à voir jusqu'où on est capable d'aller, quoi. Et puis, mais là justement, j'y pensais, je me suis dit que je vais peut-être refaire une séance ou deux pour voir ce qu'on peut essayer de mettre en place pour avant le gros objectif, pour éviter de se mettre trop la pression ou voir les outils qu'on peut avoir. Pour l'instant, j'ai pas accordé trop d'importance à la prépa mentale, mais je m'y intéresse un petit peu et je me dis qu'il y a peut-être des choses à aller chercher, quoi. Peut-être ouais, peut-être des gains marginaux ou même des gros gains, des trucs à débloquer qui sont à aller chercher. Pour l'instant, moi, je m'y suis pas trop penché, mais c'est un truc que j'ai en tête, ouais. Hmm. Ah, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, ça, parce que je me dis que au bout d'un moment, les plans d'entraînement, les entraîneurs qui suivent des athlètes comme ça depuis plusieurs années et qui ont des progressions comme ça assez régulières au début, et puis après ça stagne quand même au bout d'un moment. Qu'est-ce qui va faire la différence en fait arriver à un certain moment sur un ultra? Est-ce que ça va être, comme tu le disais au début de notre échange, le côté, le truc en plus, le côté génétique, ou est-ce que ça va chercher dans des ressources mentales? Ouais, mais le Pour moi, truc il en y a un plus, petit c'est peu de... aussi les ressources mentales. Mm. C'est arriver à se transcender et ouais, et à passer en mode warrior, quoi, et à se transcender. C'est des trucs, ça peut pas forcément s'inventer, quoi. Même si c'est pas forcément dans la génétique, c'est peut-être aussi dans la façon dont on a été éduqué, la façon, ouais, c'est des trucs vraiment, ça dépasse, quoi, la performance sportive qu'il y a sur des épreuves plus courtes qui se limitent plus, il y a un peu de dépassement de soi, mais là, quand ça devient des heures et des heures, et ben, faut vraiment arriver à trouver une motivation, qui, ouais, qui est exceptionnelle et qu'on peut pas forcément inventer comme ça, quoi. Mm. Ah, c'est sûr, c'est toujours particulier cette recherche de performance et d'être là pour aller pas forcément finir en bonne santé, mais d'être là pour aller finir devant, quoi. Mm. Mhm. Alors, il y a Cédric qui aimerait savoir si tu as des références sur route et comptes-tu, sinon comptes-tu y venir occasionnellement? Alors, tu nous disais au début là que tu avais fait un petit peu d'athlétisme, un petit peu de cross. C'est vrai tu nous as pas dit si tu avais fait un petit peu de route, de référence sur marathon, sur semi, sur des choses comme ça. Alors non, j'ai fait de l'athlé, ouais, quand j'étais en cadet, j'ai fait un tout petit peu de piste, mais c'était pas trop compatible avec avec la saison de montagne qui m'attirait plus. Du coup, par contre, l'hiver, les crosses, je pense que c'est vraiment l'école de la course à pied, quoi. C'est vraiment là où tout le monde est rassemblé, que ce soit les pistards, les montagnards, il y a les triathlètes qui viennent, donc c'est vraiment là où on peut vraiment voir si le haut niveau, quoi. C'est vraiment l'école de la course à pied, c'est le dépassement de soi. Ça, c'est vraiment une discipline qu'il faut que les jeunes fassent absolument, quoi, jusqu'à la fin des années juniors. Je pense que dans la formation d'un athlète, quelle que soit sa discipline plus tard, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire, quoi.
Et après, la route, non, j'ai fait un 10 km en junior où j'ai fait 34 minutes 10. Donc ça, c'est ma meilleure performance jusque-là. Après, je vais pas te dire je vaux tant, je vaux tant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Donc, je vais pas te Mm. dire un temps que je pense que je peux aller un peu plus vite maintenant si je faisais quelques séances spécifiques. Mais c'est pas, en fait, je suis tellement tourné sur le trail que c'est pas quelque chose que dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Donc, je fais quand même des séances un petit peu à plat. J'en ai fait pas mal cet hiver pour travailler la vitesse, mais pour l'instant, j'ai pas de référence à donner, quoi. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc, ouais, en fait, j'ai pas envie de faire un semi sans être préparé, quoi. Si j'ai envie, si un Mm. jour je me dis je le fais, je vais vraiment m'impliquer dedans et je vais envie de le préparer pendant quelques mois. Et là, je suis plus concentré sur le trail, du coup, ça s'imbrique pas bien, quoi. Donc, Mm. pour l'instant, C'est j'en vrai ai que pas fait. c'est vrai que c'est difficilement compatible quand on est à la recherche d'une performance vraiment optimale d'aller. Ça peut l'être sur des formats qui sont plus roulants ou la course en montagne où il faut vraiment avoir des qualités athlétiques hors du commun, mais sur les formats qui m'attirent moi, des formats techniques, montagneux et longs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler avant d'aller faire un 10 km route et d'y gagner quelque chose, quoi. Carrément. Alors, est-ce que j'avais une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que émotionnellement, il y a un moment dans un trail qui te revient, qui te marque et tu te dis waouh, j'ai vécu ça. Euh, bon, en fait, les émotions les plus fortes, c'est toujours les émotions partagées, quoi. Que ce soit en fait que dans le raid multisport aussi ce qui est trop bien dans ce sport c'est que quand ça marche pas ben on est une équipe mais quand ça marche c'est trop bien de partager les victoires avec des copains quoi. Moi j'avais gagné le championnat de France et ça c'était un super souvenir. J'ai gagné aussi quelque chose qui était une coupe du monde de Legend. Bon il y a eu qu'une édition mais ça c'est des trucs faire des trucs en équipe ça décuple vraiment les émotions. Et après dans le trail quand j'ai fait des belles courses avec des copains qui me soutenaient, qui étaient au bord du parcours, ça décuple aussi les émotions. Quand on a une assistance qui vient avec toi et que ça marche bien, ça c'est des grands souvenirs. Donc là qui me viennent, il y a la marathon race que j'avais fait en 2018 où je fais deuxième derrière Thibaut Garivier. Et au départ, je devais avoir la 20e côte ITRA, je n'étais pas trop attendu, mais j'avais les copains tout du long du parcours qui m'avaient encouragé comme des fous. Donc ça c'était trop bien quoi d'arriver un peu à faire une performance à laquelle je m'attendais pas trop avec le soutien des copains, il y avait une bonne ambiance. Après les courses, il y a aussi une course à Zermatt, là, une Coupe du Monde de skyrunning où j'avais fait sixième et j'avais des copains qui étaient venus m'assister. Il y avait mon père aussi qui était là. Et là, j'avais fait pareil une course à laquelle je m'attendais pas trop. J'étais trop content. Et puis en 2019, j'allais dire l'an dernier, mais il y a eu, il y a eu un an entre les deux où il n'y a pas eu grand-chose. En 2019, j'ai gagné à Chamonix le Trail des Aiguilles Rouges, où là, j'avais mes parents et aussi deux copains qui m'avaient fait l'assistance, et ça, c'était un grand souvenir, quoi. En fait, on se tirait la bourre avec Clément Mollier sur le long du parcours, et puis descendre sur Argentière au kilomètre à peu près 35-40. Il me prend une minute d'avance, puis je passe au ravito, je traverse le ravito à balle. Il y a ma mère qui me tend un bidon, je le chope, je bois, et je voulais pas m'arrêter pour essayer d'aller à fond et de rattraper Clément Mounier qui était devant. Et après, je me rends compte, en fait, il y a un copain qui me court derrière, il me fait, t'es premier, il est pas sorti du ravito. Il était assis dans le ravito, je l'avais pas vu. Et moi, je traçais à bloc et j'étais premier. Au début, je savais pas. Et après, quand il m'a dit ça, mais là, j'avais un pied qui me faisait trop mal. J'avais une douleur dans un pied, mais j'ai serré les dents et je suis allé jusqu'au bout. Puis de gagner, il y avait quand même une bonne ambiance, il y avait du monde et il y avait mes parents et mes potes à l'arrivée. Ça, c'était des émotions de fou, quoi. Finalement, tu aurais peut-être préféré pas le savoir. Non, non, c'était bien, mais là, ça m'a mis, ouais, c'est vrai que je sais pas si je serais allé plus vite ou moins vite, mais quand j'ai su ça, je me suis dit, vas-y, serre les dents, là, maintenant, faut y aller. Et puis, ouais, le soulagement, les émotions à l'arrivée, puis dans cette vallée mythique, c'est quand même un grand souvenir. Top. C'est clair que Ouais. ça doit être absolument dingue. Alors justement, concernant ton assistance, il y a Fleur qui a une question de savoir comment est-ce que tu organises ton assistance, qu'est-ce que les gens font pour toi concrètement et comment est-ce que tu les briefes, est-ce que chacun sait le rôle qu'il a à tenir, à jouer, ça se passe comment?
Bon, pour l'instant, j'ai pas fait d'ultra où il y a vraiment, où l'assistance est vraiment déterminante. Mais souvent, c'est, ouais, soit des copains, soit des parents qui viennent. Et en fait, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez méticuleux et j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Du coup, avant la course, j'analyse, quand c'est des courses importantes, j'analyse toutes les sections, j'essaye de savoir, de faire un plan de course qui est hyper clair, à 5 minutes près, à quelle heure je vais passer là, à quelle heure je vais passer là, combien de temps je vais mettre dans cette descente, dans cette montée. Je passe beaucoup de temps à analyser les profils et à préparer qu'est-ce que je vais manger dans cette montée. À ce moment-là, je vais manger ça, je vais manger ça. Du coup, je fais des calculs, je prépare tout, je fais un tableur Excel où j'écris sur des feuilles qu'est-ce que je vais manger. Je calcule tout, je mets dans des sacs et après je brief. En fait, j'essaye de faire que ce soit le plus simple pour mon assistance, quoi, pour être sûr d'avoir les bonnes choses au bon endroit. Et sinon, sur un ravito, en fait, j'ai jamais fait d'épreuve où tu arrives, tu t'assois, tu changes les trucs. Le plus long que j'ai fait, c'était 6 heures. Du coup, t'as 3-4 ravitaux et à chaque fois, c'est un peu pareil. J'arrive, jette les flasques. En fait, j'essaie vraiment d'optimiser, de pas m'arrêter, quoi. J'arrive, jette les flasques, je mets 2 flasques, jette les papiers, je mets du ravitaillement dans mon sac et puis je repars, quoi. Donc, c'est des trucs assez simples, hein. Ouais, en 30 secondes, c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ça. On peut faire une répétition avant pour être sûr qu'on fasse dans le bon ordre, que je mette en premier les flasques, après je remplis la nourriture, ce qui reste. Mais des fois, il y a peut-être une frontale à enlever, un truc comme ça, mais voilà comment je m'organise. Et puis ouais, je note sur une feuille, je donne la feuille à mon équipe d'assistance, à tel endroit, j'ai besoin de ça et ça, et je vais donner ça et ça, et je sais déjà tout ce que je vais faire. Donc c'est comme ça que je m'organise, quoi. Puis je fais aussi les calculs sur les temps de trajet. Si je sais qu'à ce point-là, je fais tous les calculs avant pour pas leur dire, ben, je veux que vous soyez là et là, et qu'en fait, je me rends compte qu'en courant, ça va mettre 25 minutes et qu'en voiture, ça va mettre 40 minutes. Je calcule aussi tous les trajets pour être sûr et savoir ce que chacun ils ont à faire pour que ce soit le plus simple et que ce soit bien organisé, quoi. Ouais, donc ça prend du temps, mais bon, ça fait partie de la préparation de la course et c'est aussi un truc qui me plaît dans l'ultra, c'est qu'il y a d'autres facteurs. Il y a pas juste courir plus vite, c'est qu'il y a aussi ouais savoir. Il y a de la gestion, et il y a de l'organisation et c'est des trucs que moi j'aime bien. Je pense que ça peut m'avantager aussi quand il y a plus de facteurs à prendre en compte, l'alimentation, etc. Donc ça c'est un truc que j'aime bien aussi. Et alors, comment tu fais pour estimer le temps que tu vas mettre entre deux points? Et ben je regarde la pente, je regarde la distance. Si c'est une course très importante, il y a des chances que je sois allé la reconnaître, sauf si c'est à l'autre bout du monde. Je regarde les segments Strava du coin, combien de temps ils ont sur le parcours, combien de temps ils ont mis les autres années. Je regarde les live trails avec les intervalles des autres années. Et je regarde à peu près les gens de mon niveau. Et après, on arrive à se faire une idée. Si on connaît la technicité du parcours aussi, ça donne une idée. Puis en fait, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, je pense que là, sur cette section, je peux courir à telle allure. Et après, je multiplie par la distance. Et puis, je fais par montée, par descente. Et je fais des petites sections que je vais sommer, quoi. C'est comme ça que je m'organise, mais en fait, j'aime beaucoup les cartes. Du coup, je prends la carte IGN sur la moitié de l'écran. Ensuite, sur l'autre moitié de l'écran, je mets les courses Strava des autres années, des autres coureurs qui sont devant pour voir leur vitesse, etc. J'analyse un peu tout. C'est des trucs que j'aime bien passer du temps comme ça. Ah, tu fais vraiment partie de ce que j'appelle les ingénieurs du trail, ceux qui ont besoin Ouais, de. bah, En même temps, ça va ouais. avec ton Quelqu'un profil. d'assez carré, ouais, d'assez méticuleux. Donc, c'est vrai, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais, À côté de ça, t'as la team à l'arrache ouais. qui Ouais. arrive à. Mais moi, Bon, bah, on fait quoi? ça me conviendrait pas, ouais. On arrive le matin du ravito, tu me dis, ouais, tu me donnes à boire, tu me donnes à manger, c'est bon, on va voir. Non, mais moi, ça me va pas, ça marche pas comme ça. J'aimerais vraiment essayer de mettre toutes les chances de mon côté et d'optimiser au maximum, quoi. Ouais. Moi, je suis plutôt du genre à arriver devant une table de ravito et puis à me dire, hein, de quoi j'ai envie là? Ouais, Allez, le bah, ouais. saucisson, le C'est chocolat, sûr le truc, que, tu te fais un burger. ouais, mais je pense que sur le long, t'as beau prévoir, tout calculer, ça va jamais se passer exactement. Il y a des trucs que tu pourras pas manger, des trucs que ça va pas passer. Des fois, faut faire place un peu à l'improvisation, mais j'essaie vraiment de caler en avance et de réfléchir à ce que je vais faire, mais c'est sûr que faut quand même savoir s'adapter et si l'assistance elle est pas là, ben, il va falloir faire un sandwich saucisson chocolat banane comme tu dis, mais ouais, moi je préfère essayer de calculer et justement ça n'arrive pas que l'assistance ne puisse pas être là, quoi, mettre toutes les chances de mon côté. Ouais, après, il y en a qui arrivent, hein, comme Antoine Guillon, qui est connu pour ça, qui arrive justement à respecter ça Ouais, ouais.
Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est pas fréquent, effectivement. Alors, Mathieu, on arrive déjà à plus d'une heure. Voilà, c'est dépassé. Ça passe vite en fait. Ouais. Oui, je t'avais prévenu, ça passe souvent très très vite. Euh, alors, il y a toujours deux questions à la fin. La première, c'est de savoir où est-ce que les gens peuvent retrouver tes aventures, tes histoires, s'ils le souhaitent. Bon, moi, je mets tous mes entraînements sur Strava. J'essaie aussi de mettre des petites photos pour montrer un peu les coins et donner envie aux gens de sortir. Donc, il y a sur Strava, sur Instagram, je partage pas mal de trucs de mon quotidien. J'essaie de donner des astuces et puis pas mettre juste du contenu avec une photo et un petit texte, euh, un petit texte de motivation quelconque. J'essaie de vraiment de donner des conseils conseils d'entraînement, des trucs sur la nutrition aussi. Donc ça, c'est des trucs, si les gens ils sont intéressés, j'essaye un peu de transmettre. En même temps, je parle de mon actualité sportive. Et puis après, je relais aussi mes posts sur Facebook. Donc c'est les trois plateformes sur lesquelles on peut me trouver. Et je vais peut-être lancer une chaîne YouTube, mais ça, c'est top secret. Pour l'instant, c'est comme projet. Ah, tu vas rentrer dans le YouTube game. Ouais, pour l'instant, c'est juste à l'étape d'une petite graine qui est en train de germer. C'est pas optimisé du tout, ça, de courir Non, avec une GoPro. non, mais à l'entraînement. Ouais. Alors pour ça aussi, justement, à l'entraînement, ça fait du poids en plus. Mais en course, c'est pas prévu pour l'instant. Ah, ça serait un concept, hein. Il y en a pas beaucoup, hein, des élites qui ont une GoPro avec eux. Ouais, bah il y a Kylian qui fait un live au départ de l'UTMB qui filme les coureurs là, avec Voilà. son petit iPhone. Mais ouais, c'est vrai. Après, sur le peloton, on en voit, mais si tu veux faire de la performance, c'est pas possible de sortir sa GoPro et commencer à filmer pendant une course. Ou Ouais, alors, ça serait ouais. compliqué. Ça Ouais. serait compliqué. Top. Alors, bah écoute, si jamais ça vient, tu me tiens au courant et puis on partagera tout ça. Ouais, Et, bah ouais, ça marche. et la dernière question, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Alors là, tu peux répondre tout ce que tu veux. La santé, la famille, le sport, la vie privée, la vie perso, la vie sportive, ce que tu veux, c'est ton moment. Si tu veux ajouter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Non, mais là, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que de réussir mes courses, quoi. Moi, je suis j'essaie d'avoir une démarche de haut niveau, donc ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est de réussir mes courses. Les études, pour l'instant, ça se passe bien. Du coup, j'ai pas besoin qu'on m'appuie là-dessus. Juste, si on peut, tout le monde peut faire un vœu pour que ça se passe au mieux au niveau de mes objectifs sportifs. Et ben, je pense qu'après tout ira bien. Top. Eh ben écoute, merci Mathieu encore une fois pour cet échange qui a été très intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Bon retour en France aussi. Et Ouais, il y puis a de la route qui m'attend. voilà. Merci beaucoup à tous aussi d'avoir été présents dans l'espace commentaire. Je suis désolé encore une fois, j'ai pas pu afficher toutes les questions. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis bah Mathieu, bon travail du coup cette année et bonne chance, bon courage sur le 90 du Mont Blanc. Ben, Allez. merci à toi de m'avoir accueilli. C'était vraiment un plaisir de parler un peu de ma passion et d'essayer de transmettre un peu ma vision des choses. Donc, ouais, merci à toi. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, alors je vous avais pas menti, hein, on a passé un très bon moment avec Mathieu. Moi, j'ai pas vu l'heure passer. Encore une fois, je le répète souvent durant mes émissions, l'heure elle passe très très vite. J'ai souvent pas besoin de regarder le chrono. Ou quand je le regarde, on est déjà à plus de 3/4 d'heure. Et là, je sens qu'il va falloir sélectionner quelques questions pour les invités qui étaient là lors du live. N'hésitez pas à participer à ces émissions. Ça fait toujours plaisir quand vous posez vos questions. Moi, j'essaye d'en afficher le plus possible. Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui écoutent aussi en live, qui regardent en live. Eh ben, je peux pas toujours mettre toutes les questions. Ça rentre pas forcément dans le sujet. Ou alors, on a déjà traité de la question avant. Mais voilà, j'essaye au moins d'en mettre un maximum. Même si des fois ça fait quelques frustrés parce que j'ai pas pu afficher votre question et j'en suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. J'assume. Du coup, j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast, aussi à me taguer en story quand vous écoutez vos podcasts préférés. N'hésitez pas à me taguer
pendant que vous êtes en train d'écouter lors de vos sorties running. Ça fait toujours plaisir de voir que vous partagez, que je partage un bout de route avec vous dans vos oreilles. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que vous allez enchaîner tout de suite avec un épisode que vous n'avez pas écouté. Et si c'est le cas, bonne écoute et on se dit à très très bientôt. C'était François et Mathieu. Bye bye.